Et bonjour les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Je suis le Doc et je suis toujours entouré de mes camarades Pez. Salut Pez. Et bonsoir tout le monde. Avec l'accent du Sud, comme toujours. Et notre nouveau camarade Néo. Salut Néo. Bonsoir pour la deuxième fois, j'espère que la première fois a été cool et puis on va continuer, c'est parti. Mais oui, tout va bien se passer. Alors aujourd'hui, on commence à arriver mes petits enfants à la fin de la chaîne. Ça y est, douloureusement, mais on y arrive. Le bout du tunnel n'est pas si loin. Puisque aujourd'hui, on va interviewer un département final, le département final, le compositing, avec Arnaud Boudon. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Salut les copains. Bonsoir, Arnaud. Merci de venir dans notre podcast. C'est avec plaisir. Attends, merci. Il va répondre à nos questions. On verra si on lui dit merci quand même. Commence pas le doc. Je dirais que ce sera avec plaisir à la fin aussi. Voilà. On verra. Bon, en attendant, avant d'entamer cette émission dans le gras du dur, n'oubliez pas donc de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que 2020 égale nouveauté, égale surprise. Yes. Donc, nous annonçons toutes les surprises sur les réseaux sociaux. Exactement, le doc. Déjà, le simple fait que Néo nous ait rejoint, donc qui est animateur à la base, ça a été une sacrée surprise et franchement, je m'étonne, quoi. Ça, c'est de l'évolution. Ouais. Exactement. C'est Déjà, génial. Dans les mentalités. Vive la 3D, quoi. Mais oui, non, mais c'est ça. Et puis donc, il y aura d'autres surprises qui vont arriver dans l'année. Il y en a déjà eu une, mais je n'en dis pas plus. Et donc, il y en aura d'autres pendant l'année. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et faites connaître l'émission autour de vous. Ça, c'est du teasing. Et voilà. Et encore un gros big up, un gros merci à tous ceux qui téléchargent nos émissions, qui nous écoutent, qui nous suivent, qui nous font des retours. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça donne toujours envie de continuer. Exactement. Et puis quelques petites étoiles sur iTunes et tout ça. Enfin voilà, vous connaissez le principe. D'autres choses, est-ce qu'on a d'autres annonces? Non, je crois pas. Non, je pense qu'on est OP pour monsieur Boudon. Ouais. C'est parti, OP pour le comp. Alors, c'est quoi le compositing? Grosso modo, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton métier rapidement, hein, Je redoutais cette question. Ça fait 10 ans que ma mère a toujours pas compris. Elle m'a résumé à t'es un MacGyver de l'image. Ah, ça peut parler. Ah, c'est classe quand même. Plus professionnellement parlant, mon boulot consiste à assembler des images de sources différentes, de les combiner entre elles pour en faire un plan qui ne paraît pas truqué. Donc c'est quand même un métier assez invisible. C'est beaucoup de manipulation, du trucage d'images et d'être assez soucieux du détail pour intégrer les éléments vraiment photographiquement parlant parfaitement. D'accord. Bah écoute, ça me paraît très bien. Belle introduction en matière. C'est un tricheur, voilà. C'est bon. Ça commence bien, c'est génial. Parle-nous un peu de toi alors, Monsieur Boudon. D'où viens-tu? Alors, je viens de Saint-Étienne. Allez les Verts, évidemment. Stéphanois qui ont pris 2-0 hier, je crois. Allez. Oh là là, ça tease. Je retire, je me casse. Merci, tiens les gars, on a dit pas de football. Très bien, je croyais qu'on était potes, mais bon. Néo 1, Arnaud 0. Alors, je suis arrivé dans le Sud en 2004. J'ai fait un BTS audiovisuel dans les métiers de la post-production. Donc en montage, tout ce qui est c'est ce qui m'a introduit au trucage de l'image. Quelle école? C'était ACFA Multimédia. D'accord, ok. C'était les débuts de cette école là, qui se sont bien performés par la suite. Ils ont amélioré leur formation. C'est une école qui est à Saint-Étienne du coup? Non, à Montpellier. À Montpellier. Ouais, au Grand M. Et du coup, ça m'a plu. J'ai voulu continuer dans la post-production et j'ai trouvé une école de 3D qui s'appelle Artefix, que je recommande vivement pour ceux qui ont envie de rentrer dans le métier en étant très très bien formés. Donc on mettra les liens dans les notes de l'émission vers l'école éventuellement, ouais. Hein, ouais. pour puis leur faire un petit hashtag sur Twitter notamment. Voilà. Donc j'ai intégré l'école Artefix en 2008. J'ai fait 4 ans là-bas. Je me suis spécialisé en compositing sur la fin du cursus
Bah, c'est ce qui me convenait le plus. Tout ce qui était rendering, j'avais pas la patience. Animation, j'étais doué, mais je me suis dit, c'était pas pour moi. Pour me faire bâcher par tout le reste des départements de la prod. Et après, j'ai fait mes armes à Paris. Je suis parti 2 ans bosser pour diverses boîtes, des petits studios comme de gros. J'ai fini chez Digital District. Et Dwarf m'a appelé, la boîte dans laquelle je travaille actuellement, m'a appelé pour une mission assez courte pour du compositing en deep image stéréographie sur Lune et le loup. Un petit court-métrage super mignon. Du coup, je suis venu en renfort. Et de là, j'ai bien accroché à la boîte et vice versa. Et là, ça fait 6 ans que j'y suis. Oui. Eh oui. Et oui. Très bien. Du coup, je viens d'entendre deep compositing, qu'est-ce que c'est? On rentre dans le dur, direct. Ouais, direct là. Allez. Qu'est-ce que c'est que le deep? Ah bah, Alors, est-ce qu'on rentre dans le deep tout de suite ou on parle traditionnel pour après aborder le deep? Alors on peut Justement, peut-être c'est- parler traditionnel Allez, déjà, histoire de rentrer plus aisément. Hein, Mhm. On va mettre un Parce que peu bon, de... on n'y va pas profond tout de suite, quoi. Hein. Voilà. Ouais, non. Parce qu'elles disent toutes. Bravo, ça commence, les Allez. graviers en avant. Alors, donc non, vas-y, parle-nous normalement, enfin je veux dire du compositing standard, mais il faudra revenir sur le deep compositing. Compositing. Bon, le compositing, traditionnellement, c'était vraiment des sources soit photos, soit filmiques, soit créées par des logiciels de 3D, du coup combinés pour en faire un shot fini. Donc plusieurs étapes, on a commencé avec des softs beaucoup moins évolués que maintenant dans la production, dans l'industrie. C'était quoi par exemple les softs? Bah, il y avait du Ouais. After au tout début, Ouais, mais j'imagine, quoi. After, ça devait pas être trop utilisé en prod. Il y a eu Fusion, il y a eu tout. Ouais. Mais c'est assez rapidement, ça a commencé avec des softs avec des nœuds plutôt que des layers, des calques. Moi, je pense à Softimage, qui Ouais. à l'époque avait son propre, Ah ouais. sa propre compo directement avec des nœuds justement. Ouais. Ouais. Le système nodal a été développé Ouais. depuis une bonne vingtaine d'années là, D'accord. et c'est vraiment une façon de travailler qui permet une manipulation d'image des opérations. Donc node par node, c'est une nouvelle opération pour en sortir une image finie ou une séquence d'images. D'accord. Alors on avait eu déjà une petite explication du système nodal par Juan Pablo quand on avait fait l'émission sur le FX. Vous Exact, avez ouais. expliqué justement quel était l'intérêt et enfin, les avantages du système nodal. Même avec l'émission de Julien, pour C'est le vrai. sur Sur Facing, Marie, avec Substance, Marie, exact, Ouais. qui Ouais. travaille en nodal, ouais. C'est vraiment très puissant comme manière de manipuler des groupes d'outils, des groupes de nodes. Et en compositing, ça te permet de pré-grouper des éléments, faire des pré-compes, utiliser des nœuds en dehors de ces pré-compes, mais qui agissent dans les groupes. Donc tu peux combiner tout un tas de petites herbos pour en faire une grosse, D'accord. qui serait très très casse-tête sur des soft layers traditionnels, comme Ouais, voilà. After Effects ou quoi. Parce qu'il faut, pour le poditeur, un petit peu, genre, si on peut le mettre en image, il faut imaginer le système nodal comme un énorme arbre à laquelle on vient greffer des nodes, mais on part du haut vers le bas. On devait le résumer comme ça. Donc au départ, on a plein de beauty, d'images, de sources différentes, et au fur et à mesure, on rétrécit jusqu'au produit final. C'est ça. C'est ça. Ouais, je bégaye un peu. Ouais, Il savonne un peu ouais, ce soir. il y a pas d'alcool ce soir. Voilà. Le métier de compositeur. On dit compositeur d'ailleurs, compeur. Compositeur, mais ça peut être confondu avec la musique, compositeur musique. Donc, mais bon, compeur, ça me va. Ça te va. Bon, alors mettons compeur. Allons-y. Le métier de compeur, est-ce qu'il est différent
quand tu vas bosser sur un film live action où tu vas venir rajouter donc des passes de FX, etc., de background ou autre, et entre ça et un film d'animation vraiment à la Pixar, DreamWorks, etc. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais le résultat, quand même, c'est ce qui lie les deux, c'est que ça doit marcher. Et ça, c'est combiner les éléments de sources différentes ou de software et donc de passes différentes pour en faire un produit fini, photographique et qui s'intègre bien dans la continuité et tout. Évidemment, t'abordes pas un projet live action de la même manière. Admettons, des gens te fournissent des plates cleanées, donc pas de réflexion, on donne des séquences d'images filmées qui sont propres. Contrairement ici, où en CG, même si c'est sale, on va venir nous cleaner. Parce que t'as encore la main en fait sur tout ça. Tu peux encore venir changer des trucs. Alors que des trucs sont filmés on-set, dans un décor réel. Forcément, les images là, maintenant il y a des caméras qui commencent à vraiment capturer énormément d'informations. Mais j'imagine que ça scinde déjà de façon entre ce que tu vas faire dans un décor et parce que ce qui est assez marrant finalement, je suis désolé, je saute sur un autre truc, mais c'est le même sujet au final. Ce qui est assez drôle, c'est que le live finalement, tout ce qu'on a raconté là, sur tout ce que vous avez raconté sur les 10 premiers podcasts, en fait, ça se rajoute à de la prise de vue réelle, etc. En fait, quand on fait du VFX, on fait tout, on fait du modeling, du rig, du surfacing, tout ça, etc. Et ça fait un peu une couche secondaire. C'est une couche supplémentaire qu'on contrôle pas en post-prod. Plus. En tout cas, il faut faut espérer que les sup sur le plateau aient pris les bonnes mesures, les bons points de track, tous ces éléments, que les caméras traquées soient bonnes. Enfin, ça implique d'autres départements de clean plate, de caméra tracking, de layout, de machin, des données que nous on crée en full CG, tout par ordinateur, et qu'on peut contrôler du début jusqu'à la fin. Ce qui est intéressant, même si on est en fin de chaîne, on peut justement agir dès le début de la chaîne, en layout, où là, cette caméra, je la sens pas. Enfin voilà, c'est un vrai travail d'équipe on est moins dépendant des prises de vue qui sont faites en Chine, en Europe, n'importe où. Et que s'il y a des erreurs dans ces prises de vue, ça demande plus de boulot pour les rattraper. Oui, alors que sur un film d'animation, on peut éventuellement, sur un plan, demander à retoucher la cam ou à retoucher quelque chose. C'est beaucoup moins contraignant, ça coûte beaucoup moins d'argent aussi, parce que ça reste quand même une histoire de gros sous aussi, quoi. Ça doit dépendre des boîtes, re-rendre toute une séquence parce que on n'a pas mis le t-shirt rouge et c'était un t-shirt jaune. Ce qu'il y a de bien, c'est que le comp permet de changer quand même pas mal de choses en post-prod. Et c'est quand même ce qui est vachement intéressant en full CG, c'est que malgré des erreurs qu'il y a eu avant, on peut rattraper quand même pas mal de choses et de pouvoir intervenir encore une fois sur tous les départements de la chaîne permet d'anticiper le maximum de choses et donc d'avoir un travail à la fin déjà prévu. Plus anticipé que quand on te donne tiens t'as ça et démerde-toi. Et ça, même en live, c'est devenu quelque chose d'assez bluffant. Il y a beaucoup de films où on se rend pas compte de tout ce qui est ajouté sur un perso, enfin sur un acteur vraiment pour le coup. Aujourd'hui, on est capable en FX et en compo de vraiment rajouter des trucs, mais c'est bluffant. Ou d'en enlever. Ou d'en enlever, comme des rides, par exemple, dans le dernier Irishman et ce genre de choses. Ouais, c'est sûr que les outils, une telle évolution, et puis que maintenant c'est vraiment rentré dans la production. Si quelque chose ne va pas pour le client, on refait. Avec les digidouble, la 3D, les tracking, on recrée tout. Il y a plus de problème. Mais ça a un sacré pognon. Digidouble, c'est des doubles digitales, une maquette 3D d'un acteur. Par exemple, comme Leia, ce qu'ils ont fait sur les Star Wars, la Leia, exact, ou les Fast and Furious, parce que il y a eu un accident dramatique, il manque un acteur, on va le recréer en 3D. D'accord. Ouais. Avec suffisamment de données, de prise de vue, des photos pour pouvoir reconstruire un personnage photoréaliste, ouais. Photoréaliste. Et là, on vient quasiment à un film d'animation presque, vraiment avec toute la chaîne qu'on a déjà expliqué, quoi. C'est assez marrant. Et du coup, alors, comment le workflow
en fonction du projet, live ou de l'anime, enfin full CG. Je suppose que le workflow, en fonction de la direction artistique, ça va pas du tout. Tu pars pas sur les mêmes sur les mêmes choses, quoi. On est bien d'accord que en fonction de la DA, tout ton workflow change. Mais ça, dès le layout, dès la prise de vue, évidemment au contrôle final et au compositing. Quelque chose de très graphique, ce qui va être beaucoup plus dur en film, mais on arrive quand même à trouver des solutions en prise de vue pour avoir un côté très cartoon, très graphique, très comics. En CG, on peut le faire dès le début, du surfacing jusqu'au compositing. Évidemment, on prévoit chaque étape pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc évidemment, la direction artistique influe sur toute la chaîne de production, et notamment en compositing où entre du réaliste et du graphique, du motion design, on peut tout faire, mais il faut vraiment l'anticiper et du coup construire la chaîne de production comme ça. Ça se prépare donc dès le début. Oui, bien sûr. Ouais. Dès les arts, dès la direction, on sait que le modeling va être caractérisé de telle ou telle manière, tel style, les textures jusqu'au surfacing, le plus important, pour avoir un look vraiment particulier. Et le lighting compo pour la touch finale où par exemple tout ce qui est cel shading, quelque chose de très cartoon, très 2D, ça se travaille vraiment en amont pour savoir quels éléments on doit sortir pour avoir le contrôle maximum à la fin et éventuellement surtout pour pouvoir en post-prod manipuler pour arriver excusez-moi. Il y a pas de souci. Un client n'est jamais satisfait. C'est la base. On est d'accord. C'est la base. Donc si la backlight il la veut rouge, il faut pouvoir la changer et ça sert à ça le compositing et justement le lien lighting comp qui est quand même fondamental et indissociable. On en parlait à la dernière émission avec Jack. Ouais, j'imagine. Ah là là. Quel affreux celui-là. Ouais. Tu parlais des éléments avant de rentrer dans le vif de tout ce que tu vas demander toi pour pouvoir travailler. Juste avant ça, justement, dans cette phase de rapport avec la DA, dans la recherche, en fait, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller chercher justement ce que le DA veut, alors que t'as encore rien qui est sorti, t'as pas d'image, potentiellement pas de rush. Enfin voilà, c'est un peu. J'imagine qu'au début t'es un peu à nu, tu fais OK, bon. Faut bien que tu sortes une image. C'est la partie la plus fun en full CG et quand tu peux intervenir dès les recherches graphiques, dès le look dev. Enfin les recherches graphiques en général on nous les commande, elles sont pas forcément très complètes, donc il y a beaucoup d'interprétations, mais ça pour tous les départements. Mais du coup on doit amener vraiment tous les éléments qui construisent l'image jusqu'à une direction qui est à peu près donnée. On propose évidemment d'autres solutions, celles qui nous paraissent judicieuses, parce que ça colle à la direction, ou que ça pourrait coller, qui coûte le moins cher possible pour la boîte surtout, et qui nous arrange, qu'on imagine, ce décor, on va le rendre que sur une frame, on va éviter de faire cette caméra, donc voilà, on anticipe vraiment tout ce qu'on peut, et le look dev fait partie de ces recherches vraiment, ok, dans quelle direction on va aller, comment on va mettre en place les workflows, lighting, comp, mais ça influe surtout aussi sur comment réagissent les matériaux, donc le surfacing. Oh, donc t'es déjà avec quasiment tous les départements en tout cas de rendu, c'est-à-dire le lighting, le surfacing. Ouais, il faut bosser même au niveau des cams, au niveau layout. Oui, bien sûr. Parce que il faut travailler un plan fixe aussi, une caméra. Est-ce que tu vas faire du cam map ou des choses comme ça? Je sais pas si on en a déjà parlé dans les anciens trucs. Cam map ou même voilà, il y a tout un tas de techno. L'overscan aussi. Ça va. Il y a tout un tas de techniques différentes et j'imagine que ça aussi dès le départ tu te dis bon attends voilà le budget qu'on a, voilà ce qu'on cherche à faire, c'est quoi le mieux. Forcément le client va demander caméra cinéma avec des légers travelling, ras du sol avec plein de scatters, on sait très bien ça coûte cher, ça flique, donc on limite, on essaye, on trouve des solutions et celle qui revient surtout sur de la série c'est quand même de la projection, donc c'est projeter des images 2D sur de la géométrie basse def pour de l'arrière-plan, pour pouvoir se permettre quelques légers mouvements de caméra et ne pas avoir une sensation de 2D, de carte très flat derrière. C'est ce que les gens, excuse-moi, le doc, c'est ce que les gens connaissent le plus en fait, ce truc-là, c'est ce fameux fond vert qu'on va remplacer par un décor avec juste des trucs projetés en fond, et ça va te donner l'impression que t'as une ville immense derrière, alors qu'en fait ils ont tourné ça avec 3 pauvres bâtiments dans une rue, et en fait
voilà, ça, c'est ce genre de techno qui permet de faire ce genre de truc. Il y a aussi le matos voilà, aussi, dans le full CG, une fois que t'as les acteurs, ton film est nickel, mais maintenant t'as tout le décor à recréer derrière, intégrer les persos, et voilà, en fonction justement des données dont on parlait prises sur le tournage, donc des mesures, la caméra est-ce qu'elle est bien traquée, et puis voilà, reconstruire une scène dans un espace 3D, mais avec l'avant-plan qui a été filmé. Et du coup, l'extension de décor, c'est évidemment, ça fait partie de notre boulot, surtout, enfin, en live action, mais aussi en full CG. On limite quand même la 3D au maximum et on prolonge le décor en 2D, en comp, et voilà. Parce que c'est moins coûteux. Exactement. Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, 10 secondes, c'est la dernière série de Star Wars, là, The Mandalorian. Là. Apparemment, il y a une nouvelle techno qui se met en place, enfin qui est utilisée justement pour les acteurs. Ils ont dit adieu le fond vert. Et en fait, les acteurs tournent avec un espèce de cyclo d'écran LED à 360 où le décor en fait est déjà fait, donc en image de synthèse. Et en fait, ça permet aux acteurs de mieux s'intégrer. Et en fait, après derrière, justement, dans l'étape de compositing. Alors là, clairement, c'est l'avenir, c'est l'avenir des tournages et du coup de l'évolution du métier comp, mais comme lighting et tout. C'est du temps réel. Ouais. Construction de décor, layout rendu, ambiance, grâce à des moteurs de rendu en real time, Unreal Engine et j'en passe. Mais du coup, les studios maintenant vont se doter d'écrans gigantesques où tu balances des images derrière. Et évidemment, tout ce qui est réflexion sur les persos et tout, c'est déjà intégré. Donc, t'as plus à enlever du fond vert, à venir enlever les réflexions, Détourer, tout ça. détourer. Ouais. Donc évidemment c'est l'avenir, c'est pour l'instant c'est très coûteux. Quelques studios, quelques majors peuvent se le permettre, mais ça va, à mon sens, c'est l'avenir, c'est sûr. Finalement, c'est coûteux, mais c'est peut-être moins coûteux que d'avoir du compo sur tous les plans jusqu'à la fin du projet. Je pourrais pas te dire ça pour l'instant, ouais. mais certainement que avec l'évolution, ça va devenir un standard. Et ça marche bien, vous l'avez vu, du coup, la série? Moi, je pense plutôt que... Moi, j'ai eu l'occasion de lire l'article qui concernait cette techno, mais j'ai pas eu l'occasion de voir la série encore, mais apparemment, les premiers retours sont... Je vous enverrai un lien de making of cool. vraiment d'une démo de ce qu'on est capable de faire avec une caméra, du coup, tout est relié à Unreal Engine. Et avant le tournage, le réal peut venir redesigner le décor, changer l'asset là-bas, la montagne. Je veux une night, je veux un sunset, tout du décor jusqu'au rendu et à l'ambiance finale. Il tourne sur cette séquence. Sur le plateau. Sur le plateau. C'est en live. On mettra le lien dans les notes parce que là, ça doit être intéressant effectivement. Là, c'est une vraie évolution du métier, quoi. Alors, ils arrivent même à, dans le champ de la caméra, garder des fonds verts avec des points de track projetés, enfin sur l'écran, et aux alentours avoir un décor qui balance du coup assez de réflexion d'un environnement qui sur le tournage est pris, mais derrière t'as un fond vert pour pouvoir manipuler en post-prod, rajouter des éléments quand tu sais pas trop où tu vas et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Par contre les tournages ça doit coûter cher. Pour l'instant, oui, j'imagine. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un mot, je voudrais juste revenir sur un mot dont tu as parlé, c'est overscan. Ah, je crois que c'est Pez qui en a parlé, mais... C'est moi. Alors, c'est quoi l'overscan? Overscan, c'est d'avoir plus dans le champ de ta caméra, d'élargir ce champ-là, d'avoir plus de matière sur les côtés, dans le cadre, pour pouvoir manipuler l'image si tu veux zoomer un peu dedans, cropper. Et du coup, ça peut permettre plus de fake mouvement de cam en post-prod, si on détache des éléments ou si on fait de la projection. On a plus de data, on est moins contraint que le cadre de l'image. Et puis, faut imaginer, si quelqu'un fait une photo, en fait, t'as ta photo, super, tu peux rien faire sur les côtés. Tu vas rajouter un peu sur les bords pour pouvoir aller tritouiller, recadrer. Puis c'est surtout que ça coûte moins cher au rendu, quoi. Voilà, imaginons un zoom. Pourquoi ça coûte moins cher? L'overscan sur un zoom in d'un plan à 150 frames, le décor, tu le rends à la frame la plus large et puis nos amis compeurs peuvent derrière
venir recroper l'image et recréer ce zoom. Donc en Ouais, gros, alors on guise, ne- quoi. 2D. voilà, mais donc en gros, on ne rend qu'une seule image du background et c'est tout. Yes. On n'a pas à rendre les 250 Non, fois C'est ça l'avantage. l'image ouais. du background. Donc Bah, ça dépend Ouais. aussi parce que si ton plan est animé, la caméra n'est plus est fixe, mais tes personnages bougent dans ce plan. Donc t'as des shadows sur le décor, donc tu dois quand même le rendre sur la séquence. Mais tu t'évites tout ce qui est lié au motion blur et du coup avec tous les mouvements de cam, ça coûte plus cher dans tous les cas. Donc si on peut les limiter, faire des zooms 2D, donc c'est vraiment quand on récupère du layout des zooms focales. Ouais. Ça, on recrée le zoom 2D dans Nuke ou dans n'importe quel soft. D'accord. Parfait. Bah écoute, c'est tant mieux parce que c'est des fois enfin voilà, de faire des petits points comme ça de définition, c'est pas mal parce qu'on utilise des mots des fois d'un département et enfin voilà, Oui, là clairement c'est du compositing et ça impacte en gros le layout. Donc la fin de la chaîne impacte le début et c'est quand même pas mal de savoir de quoi on parle. C'est ça. Après, même des softs comme Houdini ou n'importe quel moteur de rendu, tu lui demandes de rendre avec un peu plus de data pour pouvoir en compte réajuster. Et t'as des datas qui ne sont pas croppées. Donc nous avec le Skyline Render, donc le renderer de Nuke, des fois quand on rajoute des éléments dans l'espace 3D, on rend avec plus de matos parce que quand on rajoute des glows et tout, on a des infos hors cadre qui agissent dans le cadre. Voilà, c'est juste manipuler l'image, avoir plus de data. Être plus confort quoi. C'est ça. Ça marche. Au niveau des softs, toi tu travailles essentiellement sur Nuke, Oui. mais du coup quid des autres logiciels de compositing? Est-ce que tu en as déjà essayé beaucoup? Est-ce que tu as travaillé sur d'autres logiciels de compositing? Et donc est-ce que tu peux un peu nous en parler ou... Alors j'utilise effectivement principalement, voire uniquement Nuke maintenant. Mais oui, je suis passé par la case After Effects, Ouais. qui on peut pas dire que c'était un soft de compositing à la base. C'était vraiment du motion design. Donc t'abordes pas les choses de la même manière, mais t'obtiens les mêmes résultats quand même. T'as moins d'outils d'espace 3D et d'outils de prod pour du live action et tout. C'est difficile de faire une prod avec. Mais pour faire du compositing traditionnel, assembler des passes, donc des beauty, de perso, de décor, et rajouter des éléments photographiques, ça suffit amplement. Donc pour des non-initiés, c'est très bien pour démarrer. Nuke a l'air d'avoir quand même une sacrée hégémonie. Toutes les boîtes que j'entends parler, elles sont quasiment toutes sur Nuke. C'est Quoi. difficile dans l'industrie de se passer de Nuke. C'est Il y le en a standard, certains ouais. qui doivent essayer, parce que ça a un coût, surtout pour une boîte de 300 personnes, mais bon, ça fait partie des coûts. Cela ne regarde pas. Mais il y a des C'est solutions open source comme Natron. Ouais, voilà, Natron. j'allais en venir. Ouais, Natron. Alors, Kezako, Natron. Alors c'est une copie conforme mais un peu buggée de Nuke avec beaucoup moins de fonctionnalités. On oublie le deep image, même si c'est dans leur roadmap, je ne sais pas, ils doivent être très occupés. Au moins le plus important pour moi, ce serait de développer l'espace 3D. Là, on est qu'en 2D et du coup, ça limite fortement tous les workflows. Donc, pour du compositing, assembler des images et travailler n'importe quelle passe et les channels. Donc, on va parler des channels. Du coup, ce lien Lightcomp, quels éléments sortir. Ce soft, Natron, permet largement de manipuler les images comme Nuke. Par contre, dès qu'on veut pousser dans l'espace 3D, rajouter des éléments 2,5D, donc c'est rajouter des cartes dans l'espace 3D qu'on filme, ça, Natron ne peut pas le faire. D'accord. Alors que c'était un des gros ajouts de Nuke, il me semble, c'était l'un des premiers à vraiment intégrer aussi bien de la 3D dans un soft qui pendant longtemps a surtout été comme tu disais, des calques les uns sur les autres, Ouais, et bien tout. sûr. Et être capable maintenant en 3D de tricher encore plus, parce qu'on parlait de tricheur au début. Ah bah là, Là, clairement. moi, ça me fait penser à cette question pas cette question, cette réflexion que tout le monde fait. Ouais, on verra au compo. Ah, le fameux. La fameuse Le question. fameux. Est-ce que tu peux vraiment tout faire au compo? Est-ce qu'il y a quand même des trucs, tu sais que, non mais ça les gars, faut arrêter de penser Bah que... ouais, voilà, quoi. mais ça,
On verra au compo. Voilà. Ouais, c'est ça Bah le non, mais problème. tu l'entends, évidemment, on peut le faire, mais tout le monde ne doit pas dire bah ça on verra au compo. Par exemple, je cible les animateurs. Une pénétration. Tant pis, je vais pas rectifier ça. On verra au compo. Ils rectifieront ça. C'est une grosse partie de notre boulot, c'est de peine fixer, du coup de image par image quand il y a des problèmes, de venir rectifier des pénétrations, des bugs, des shadows qui apparaissent, disparaissent. Voilà, on manipule l'image comme ça. Mais c'est pas une solution non plus de se dire on verra tout au compo, ça coûte cher. Et quand c'est pas anticipé, on va dire en full CG, c'est moins grave. Mais sur les tournages, on verra ça au compo. Il y a tellement de semaines de plus de boulot quand au lieu d'avoir posé 2 points de track un peu mieux ou d'avoir mesuré des trucs, de prendre des données suffisamment précises, on verra ça au compo, ça coûte plus cher. Voire Donc, impossible à faire. Ou dégueulasse. Impossible is nothing. Ah oui, c'est la devise du compo, alors ça. Ouais. D'accord. C'est vraiment beaucoup de défis et on y arrive globalement. Alors, évidemment, on peut pas tout faire, mais quand on croit que c'est vraiment trop tricky, on y arrive. Du coup, là, on découvre, enfin, le pen fixe, occupe une grosse partie, une bonne partie du travail du compeur. Et tu peux expliquer le pain fix parce que c'est de la patate en gros, ce qu'on appelle la patate dans C'est le en- jargon. En jargon technique, Voilà. c'est une patate. La patate, la C'est patate, c'est vraiment peindre. Pain fix, c'est venir. c'est peindre image par Ouais, ça, image dès ouais. qu'il y a un bug, un truc qui pète, un Pour pop de corriger un light. truc. Ok. Mhm. C'est vraiment comme dans tous les gros studios, Pixar, ils doivent avoir un département entier de pen fixers parce que ça sort pas nickel des softs de 3D. Il y a la passe de comp et après il y a le pen fix qui vient lécher les derniers détails, les trucs qui sautent. Voilà, ça fait partie du boulot. Et si on peut les éviter, on les C'est évite. mieux. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres tâches comme ça un peu méconnues du métier de compeur qui occupent quand même une bonne partie de votre emploi du temps? Bah il y a supporter les lighters, ça. Ah ouais, bah ça. Ah, pour une fois que c'est pas les animateurs qui Ah, prennent un coup. comme quoi. Hein Léo, tu dois être, Voilà. tu dois être Ah bah, soulagé. moi, je suis là, je suis ravi. bah, Vas-y, jubile. Pez, défends-toi. Ah, bah non, mais c'est vrai, on n'est pas tous des lumières, voilà. Ah. Joli. Elle est belle. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui se voient pas trop, mais qui impactent directement le coût d'un shot. Tout ce qu'on peut récupérer, qu'on peut faire en comp, on le fait en comp. Mais ça, un exemple bête, des personnages qui rentrent dans le champ, mais ils sont pas animés à l'extérieur de la caméra. Si le layout et l'anime n'ont pas de retour sur comment va être lightée la scène, par exemple une light qui vient de la droite, des persos à droite, ça projette des ombres sur le sol. Mhm. S'ils sont pas animés, qui rentrent dans le champ au bout de 100 frames, on va avoir des ombres fixes pendant 100 frames. Et ça, on va effacer les shadows et limite les faire apparaître quand les persos rentrent dans le champ et tout. Quand c'est possible. Quand c'est possible, Mhm. c'est tout le temps possible. Ah, moi, j'en ai fait 2-3 des Ah, bah corrections comme ça. Ça veut pas dire que ça coûte plus cher ou moins cher. Ouais. Il y en a beaucoup qu'on prend parce que ce serait idiot de faire un sculpt, de faire un retake animation, puis lighting et comp, alors qu'on peut effacer des erreurs et animer des choses pour par exemple les shadows. Mais il y en a tellement des cas de figure où on vient rattraper les erreurs de 3D. Il y en a beaucoup. Et sur des délais de production comme la série, on s'aperçoit de beaucoup de choses qu'au rendu. Et du coup, il y a des surprises sur tous les shots. Mais c'est vrai pour que les gens qui connaissent pas forcément la chaîne, c'est vrai que le lighting, une fois qu'on a rendu, c'est la partie la plus chère, on va dire, entre guillemets, d'un studio en général. Et c'est pour ça qu'en général, tu vas dire, bon, je vais plutôt encaisser nous avec quelques gars à peindre des images que, comme tu dis, renvoyer en arrière, refaire toute la chaîne, blablabla. Et recalculer toutes les éventuellement images, recréer d'autres problèmes. C'est ça. Enfin, c'est ça aussi, c'est que souvent, un truc qui sort, on est déjà bien content qu'il soit sorti entier, et des fois, le ramener en arrière, ça peut faire soulever des lièvres horribles, quoi. Donc, C'est sûr que si on peut éviter de re-rendre des images, on le fait. On évite surcharge de boulot aux lighters. Ils sont contents. Et nous, on les déteste. Mais bon. Et nous, on les aime. Et du coup, alors par rapport pour continuer la question de Pez, les tâches, donc les différentes, pas sous-catégories de compeurs, mais voilà les différentes tâches qu'il y a à faire en tant que comp.
Je pense par exemple à la roto. On parle tout le temps il est fatigué, de les premiers boulots qu'on peut faire en tant que apprenti, enfin junior compeur. C'est on rentre par la rotoscopie ou... Ah, la roto, c'est évidemment le tool ultime et nécessaire, enfin basique du compeur. D'ailleurs, dès qu'ils ont un peu de temps libre, tu les vois faire des ronds partout. Enfin, tu comprends pas pourquoi. Ils sont tout le temps en train de faire des ronds. Bon, voilà, écoute. Bon. Ce qu'il y a de bien avec la CG, c'est que il y a des outils qui nous permettent d'isoler un personnage au lieu de venir le détourer comme en film. Donc on a quand même beaucoup de façons d'arriver à un résultat. Quand on fait des rotos, c'est vraiment pour c'est pas forcément des trucs très précis, contrairement au film où on doit détourer la silhouette parfaitement, qu'il n'y ait pas d'edge, ça doit être impeccable. On n'a pas de cheveux, enfin on a les masques pour ça, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir agir sur les éléments indépendamment. Mais bon, comment on attaque un shot? Nous on récupère du coup les beauty, donc les rendus de chaque élément rendu séparément. Chaque personnage est rendu séparément chez nous. Le décor. Et puis, ce qu'il y a de bien en Full CG, c'est qu'on importe les caméras qui sont créées dès le début, dès le layout et l'anime. Donc, on a une caméra réelle et avec l'espace 3D de Nuke, on peut venir rajouter des éléments en arrière-plan. Donc, des matte painting, des cyclos, des projections qui sont correctement filmés avec la bonne profondeur et tout. Donc, après, une fois qu'on a combiné ces éléments, on rajoute de l'atmosphérique, du flou, la profondeur de champ. Donc des effets photographiques, et grâce au positionnement des éléments qu'on rajoute, c'est quand même quelque chose de c'est crédible parce que c'est dans le bon espace 3D. D'accord. Et donc ça grâce à Nuke. Grâce à Nuke. Uniquement. Oui. Ouais. Enfin, on peut il y a l'espace quand même de 2.5D d'After Effects. Mais le dip chez nous permet d'avoir on explique le dip maintenant. Allons-y, alors le mot est lâché, c'est parti. Là. C'est quoi le dip? C'est quoi? Trop deep. C'est un workflow un petit peu plus lourd en termes de poids d'image, un peu en temps de calcul, mais pas tant que ça. Mais c'est surtout une façon différente d'aborder le compositing. Du coup, là, on n'a plus à se soucier de quel élément est devant un autre et de créer du coup les hold-out, les mattes qui viennent cacher les éléments qui sont au premier plan d'un arrière-plan. Chaque pixel a une valeur de couleur, RGB, de transparence, l'alpha, et de profondeur. Donc, un pixel, c'est où il est situé dans l'image en profondeur par rapport à la caméra. Donc, il n'y a plus avec un seul merge, on peut un seul deep merge, un node qui te permet d'assembler les images. D'accord, ok. Tu peux assembler une dizaine, une vingtaine, une centaine de sources de deep image sans te soucier de l'ordre qui est devant quoi. Parce que le pixel, c'est où il est situé par rapport à la caméra. Pas con le pixel. Pas con le pixel. Ouais, pas con le pixel. Non, on peut dire que c'est un peu, c'est la mort du compositing traditionnel, quoi. Enfin, c'est un peu, on passe de l'analogique au numérique, voilà. C'est un petit peu le râteau avec les 6 chaînes, et puis là, hop, on découvre la TNT, quoi. Ouais, mais heureusement qu'il y a quand même des petits studios qui ont pas trop ni le temps ni l'argent de pouvoir, malheureusement, de tenter ces outils, ces évolutions. Ça a vraiment un coût en termes de poids. L'image peut être décuplée 20 fois, 50 fois la taille de l'image. Mais ça, c'est une question que je voulais te aborder aussi. Aborder avec toi. C'était, je sais qu'au compo, justement, comme tu disais, tu demandes plein de couches différentes. Là, du coup, cette techno, ok, l'image est plus coûteuse, mais tu vas demander une seule couche sortie du rendu, en fait. Non, on continue de sortir quelques AOV, donc les éléments qui composent la beauty. Et puis des extras AOV. Donc alors, les AOV, c'est AOV. Est-ce que moi je parle aussi. Qui entre Pez et toi? Je renvoie à Pez. Qu'est-ce qu'un AOV? Alors, ça veut dire quoi? Déjà les lettres AOV. Oula. Arbitrary, output. Vidéo. Tu l'as? Ouais, Tu l'as? Arbitrary, output. Vidéo. Value. Ouais. Vélo. Village. Vitre. Vilain. Vélociraptor. Alors on va chercher pendant ce temps-là. Donc alors AOV, alors c'est quoi? C'est les fameuses couches.
C'est les fameuses beauty, c'est les fameuses... C'est les composantes de l'image qui composent la beauty. Si on décompose une beauty, justement, on a une diffuse, une color, on rajoute, en ajoutant différents éléments, comme les specs, les réflexions, les réfractions. Toute la composante de ta beauty, quoi. C'est grâce à toutes ces couches, on les assemble et on obtient la beauty. Donc, si on veut agir sur les réflexions, sur les specs, le SSS pour un personnage. SSS. Donc, c'est sortir des éléments sur lesquels on pourra agir en post-prod, qui sera forcément moins coûteux que devoir retaker le lighting. Très rapidement, il y a eu trois gros termes là. Le SSS, donc le Subsurface Scattering, si je dis pas de bêtises. Yes. Qui donne en fait cette impression de transparence dans la chair quand vous mettez une lumière derrière une oreille. Vous allez voir la lumière traverser la peau. C'est cette technologie-là. Il y a eu le diffuse aussi. Moi, c'est entre le diffuse et color. Je vois pas bien la diff. Entre diffuse et color, qu'est-ce que... En fait, l'albédo, la diffuse, c'est vraiment c'est au surfacing. Avant que le matériel réagisse, tu dois lui donner de quoi il est composé. Est-ce qu'il est blanc, vert, jaune, et est-ce qu'il y a de la texture dessus. Arrivé au lighting, dès que tu rajoutes une lumière, ça devient une color. Yes. D'accord. Parce qu'il y a du shading dessus. Tu n'as pas écouté l'émission sur Julia, hein? On va te tirer les oreilles. Elle remonte un petit peu, c'est vrai. Et du coup, à partir de cette color, tout ce qui va venir s'ajouter pour composer la beauty, on peut les extract en post-prod. Ok. Ouais. C'est tous les softs de rendering ont la capacité de sortir ces composantes de l'image. Il faut imaginer voilà l'étape de lighting rendu, une beauty, on est capable d'en faire un peu comme un objet, une vue éclatée si tu préfères. C'est voilà, quand tu regardes un plan d'un objet en vue éclatée, on va te découper tous les éléments qui composent ton objet. Bah là c'est pareil, voilà, pour un personnage, on est capable de découper s'il y a diffuse, color, SSS, transparence, réflexion, réfraction, spéculaire. Donc spéculaire, c'est les lumières de point, on va dire, un peu comme ça. Là, c'est des espèces de réflexions de lumière très voilà. fines en fait. La spéculaire, normalement, ouais, c'est la réflexion pure de la lumière. La lumière est très concentrée sur un point. Elle est pas forcément sharp. Ouais, elle peut être très étalée. Ça dépend de ton objet, oui. C'est vraiment par rapport à l'angle de ta caméra et ta source de lumière. Ok. Et du coup, c'est ce qui te permet de définir si un objet est en plastique, en métal, en verre, chaque matériau réagisse différemment à la lumière. Et si la spec est étalée, c'est souvent quelque chose de pas très réflectif. D'assez mat, ouais. Voilà. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est le travail du surfacing, de définir comment réagit un objet à la lumière. Et on vous renvoie donc à l'émission sur le surfacing texturing avec Julia Bordeaux. Exactement. Voilà. Alors AOV, j'ai donc le dernier, la dernière lettre, hein, voilà, pour le Scrabble. Arbitrary output variable. Variable. Ah, donc bon, c'est une les AOV, quoi, voilà. variable. Bon, Voilà. à un moment donné, je vais te dire. Je ne connaissais pas ce terme technique. Non. Et comment il y a une question qu'on n'a pas posée à Jack la dernière fois par manque de temps, mais comment est-ce qu'on décide de faire du motion blur 3D plutôt que 2D? C'est peut-être parce qu'il aurait pas pu y répondre en fait. Allez, Jack, allez, pour la ça- bim bam. Ça clash. Non, maintenant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de prods qui ne sortent pas du motion blur avec le soft 3D, sauf évidemment beaucoup de prods des séries très low budget, mais ça coûte plus si cher et de faire du motion blur 2D génère des artefacts qu'on essaye d'éviter. Donc Sunyuk, hein, on est d'accord. Nuke ou d'autres softs, mais voilà, du vector blur grâce à une passe de motion. Donc c'est sorti en AOV. Yes. Variable. Voilà. Donc chaque pixel va avoir une information sur deux axes, rouge et vert, soit X et Y. Donc c'est uniquement dans le screen 2D, projection de ta caméra, qui va te donner une valeur de déplacement en plus
à droite ou en haut, voilà. Peu importe le mouvement, ouais. Peu importe le mouvement. Et du coup, un vector, il n'a pas toutes les informations, contrairement avec un soft de 3D où il agit dans les 3 axes. Et donc finalement, c'est plus arrangeant en fait. C'est parce que en 3D, nous on a pas mal de soucis sur les roues de voiture, par exemple, qui arrivent souvent. Il y a des cas de figure. Par contre, ça demande à ce que la 3D soit clean, parce que sinon, si ton objet dans l'espace bouge trop vite, là, ça fait n'importe quoi en fait. Ouais, mais ça aurait été pire avec du motion blur 2D. Ah ouais. Ok. Ouais. Là, le problème qu'on a, c'est que on a un motion blur sur les séries sur lesquelles on bosse actuellement assez fort de base. Et du coup, dès que au grand désarroi de beaucoup d'animateurs, oui. En anime, on est toujours, on aime bien ça, mais c'est vrai que c'est souvent, faut vraiment bien le doser parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas non plus que ça devienne des grosses traînées. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est bien, ça cache la misère. Hein. Ah, par contre, le gros avantage c'est ça, c'est que quand tu fais une belle peinée justement, il y a des fois, ça vous rend bien service. Ah, quand même, voilà, hein. exactement. On va tout savoir. Après, ça fait partie de la DA et des clients qui on leur a proposé plusieurs avec plusieurs rendus et voilà, ils ont validé celui-là. Mais dans des cas de figure où il y a des véhicules qui se déplacent très vite, on arrive sur des shots à diminuer le motion blur et avoir moins de. Mais c'est vrai que les roues des voitures, si on dépasse une certaine rotation par image, ça génère des problèmes. Suffit de le savoir et l'anticiper. Et de faire des tests, du coup. Ouais. Ou plus de véhicules. Que des Ou trucs qui qui volent. Voilà, exactement. Les roues carrées, c'est l'avenir, les gars. Je vous le dis. Bon, quoi d'autre? What else, comme dirait Comme notre dirait... ami George. C'est génial le compo, on peut tout faire, on peut tout tricher, mais à un moment donné, il y a quand même des contraintes. Alors c'est quoi les contraintes du compeur? Je répète, supporter les lighters. C'est la partie la plus cachée, la plus difficile. Mais non, ils nous supportent aussi. Il y a beaucoup de contraintes. C'est de faire avec ce qu'on a déjà, et donc de trouver des solutions rapidement, efficaces. Faut trouver des solutions qui coûtent le moins cher. Donc si on peut intervenir dès le début de la chaîne, attention, il va y avoir tel effet, tel mouvement de cam. Il faut qu'il se passe ça. Là, on peut intervenir. On fait des petits tests. On fait valider en interne au client. Si on n'a pas anticipé, c'est rattraper la merde après coup et éviter du coup du re-rendu ou de l'animation. Donc, c'est composé avec des choses qu'on n'avait pas anticipées. Ça coûte cher. Donc, c'était quoi la question? Les contraintes. Les contraintes. Ouais, les contraintes. Comme dans n'importe quel département, c'est voilà, pouvoir faire son taf dans un temps imparti assez limité. Et là où on n'en a pas, moins nous, c'est que on n'a pas de département après nous qui dépendent de notre travail. On livre directement au client le produit fini. Pardon, vas-y, fini. Je n'allais rien dire. D'accord. En termes de contraintes, moi je pense surtout à des règles en fait que t'aurais à appliquer au niveau de la couleur, au niveau de la lumière, des trucs de contraste, saturation, tout ça. Alors évidemment la DA dirige tout ça, mais est-ce qu'il y a des trucs comme ça auxquels tu penses en permanence Oui, d'accord, je n'avais pas compris la question sous cet angle. Évidemment qu'il y a des contraintes, faut que ça soit beau, faut que ça marche, et faut pas qu'il y ait d'incohérence entre un shot qu'un artiste a fait et puis une autre séquence, un autre look. Tiens, putain, j'ai voulu saturer cette image. Non, faut savoir s'incorporer dans les choix qui ont été faits dès le look dev. Et puis, c'est surtout, si en lighting, par exemple, on n'a pas des choses qui matchent, on va venir trafiquer les plans les uns après les autres pour que dans la séquence, on ne voit pas qu'il y a des différences. Donc, on est dépendant absolument des lighters, ça c'est une évidence, mais des autres départements aussi, les caméras, Mais le lighting est quand même beaucoup plus, comment dire, vous êtes plus buddy entre vous, quoi. C'est indissociable, et heureusement, voilà, on marche main dans la main, comme des copains. Ouais. Et puis on cherche les solutions ensemble, et voilà, dès qu'on peut trouver des solutions, c'est ce qu'on fait continuellement. Et ça fonctionne très bien.
si on résume, les lighters ont donc la main droite avec le texturing surfacing et la main gauche avec le compositing. Je t'imagine, voilà. On imagine pèse. On va arrêter là maintenant. Voilà. Merci Arnaud. Les lighters, Prochaine en émission. gros, on leur tient la main. Voilà. C'était pas mon... Mais pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous parler aussi du relighting ? Parce que tu nous as parlé justement des corrections de couleurs, de tout ça, mais c'est quoi le relighting en compo ? Alors, il y a peut-être un terme qui est assez, qui peut être confus. Est-ce qu'on parle de venir étalonner ou venir rajouter un petit peu de lumière avec les beauty qu'on a déjà, donc juste de la color correction. Ça, c'est évidemment tout ce qu'on fait tout le temps. Le relighting, c'est utiliser donc des AOV, attention, de position pour savoir le pixel dans l'espace où il se situe et de normal pour savoir vers quelle direction il pointe, donc un vecteur. Grâce à ça, on utilise des lights dans Nuke pour faire du relighting 2,5D. C'est-à-dire que sans modèle 3D, sans shader, sans rien, on utilise donc des images 2D, une light 3D, et on va pouvoir venir rajouter une lumière sur le visage. Voilà, donc c'est pas du rendering, c'est pas du calcul physiquement correct. On utilise des données voilà écrasées 2D, mais suffisantes pour venir déboucher un personnage, rajouter une petite lumière ou même animer quelque chose de très rapide, simuler un déplacement d'une lumière. Un gyrophare, un truc éventuellement. Exactement. Est-ce que ça demande forcément du coup d'avoir du deep Non, compositing. du deep compositing, ouais, non, Du non. tout. D'ailleurs, ça nous fait chier dans ces cas de figure. Parce que manipuler du coup du deep, on est obligé de le rebasculer en flat, en 2D traditionnel, faire les corrections et réinjecter ça dans le deep. Mais il y a des parts d'informations qui génèrent des petits artefacts et on se bat continuellement avec. Mais voilà, c'est un peu un workflow particulier entre le deep et le traditionnel comping, mais on utilise exactement les mêmes outils que sur un soft 3D, quoi. Exactement. D'accord. Alors, moi j'ai une petite question. On a parlé un petit peu de toute la panoplie d'outils et en votre possibilité. Il y a un outil qui, je pense, va intéresser les auditeurs. C'est quoi le Cryptomat? Oh là là. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce Bonne que soirée, c'est que messieurs, ce dames. mot Alors, Qu'est-ce que je c'est n'ai que ça aucune idée. Le Cryptomat, ça c'est c'est l'avenir. c'est un Le nouveau- cri de la tomate. C'est ça, c'est un nouveau ouais. plat italien. Cryptomate. Cryptomate. Alors, Alors heureusement, on en bénéficie chez Dwarf, mais depuis très peu de temps. Yes. Voilà. Mais c'est pouvoir générer des masques à la volée sur chaque asset en fonction de soit du naming, soit de la géométrie, soit du matériel. Enfin, il y a plusieurs niveaux de précision en fonction de comment a été construit ton asset et les matos pour pouvoir venir, après rendu, venir sélectionner qu'une partie. Je veux le corps, le t-shirt, la chaussure, le lacet. Tu peux rentrer de plus en plus précisément et ça t'évite la rotoscopie. Voilà. Donc, au lieu de demander des masques avant lighting, donc fallait anticiper chaque truc qu'on devait manipuler pour éviter des rotos. Maintenant, avec ça, on s'emmerde plus. d'accord. On n'a plus à anticiper ça. On peut créer notre masque 2D à la sortie d'un soft de 3D. Et donc, Cryptomat, alors mat pour matériaux, Et Ou- crypto pour crypto. et crypto pour crypto, le chien de Superman. D'accord, donc Cryptomat. Bon, bah, si éventuellement, si t'as un article, un truc pour illustrer ça, c'est surtout, on mettra- c'est open source et en plus. c'est maintenant ça commence à être déployé dans la plupart des softs commerciaux, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes qui s'en passent. D'accord. Parce que justement, ça sauve beaucoup de temps. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis c'est assez précis, c'est-à-dire que ça gère la transparence. Donc s'il y a un personnage avec des lunettes, on peut quand même sélectionner l'œil à l'intérieur des lunettes avec le niveau de transparence avec un alpha qui sera de 0,5 par exemple. Ok. Bon, ça devient un peu plus technique, mais en gros ça nous évite beaucoup de manipulation des rotos, des patates ou de demander des masques. De retour en arrière. ouais. hein. Ouais. D'accord. C'est puissant.
Et c'est parfait tout ça. Donc c'est les prochaines évolutions du métier, quoi. C'est ce genre de. Ça fait un petit choses. moment que ça existe, donc. Ouais. D'accord. Le cryptomate, ça fait une paire d'années. Ouais, mais- D'accord. Excusez-nous. Mais ça on fait n'est pas partie des évolutions, de ces D'accord. 5-10 dernières années où là, ça va vite. Ça va vite, les performances sont accrues, mais la qualité d'image, le temps de rendu est diminué, mais on rajoute de plus en plus de calculs réalistes, mais on a de plus en plus de moyens d'agir en post-prod, et ça, c'est quand même bien cool. Alors oui, j'ai une question à 100 balles. Est-ce que tu considères ton département comme étant dans la prod ou dans la post-prod? Parce que un coup on dit c'est la prod, machin, parce que c'est juste après le lighting, on assemble les images, etc. Mais tu nous parles souvent de on voit ça en post-prod, on voit ça en post-prod. Alors, le comp, il Traditionnellement, se le situe comp, où? c'est après la prod. C'est-à-dire, c'est de la post-prod. C'est-à-dire que quand t'as filmé en full CG en live. En live? En live. Une fois que la prod a été terminée, là on dérush et on envoie ça à la post-prod. Donc le montage, tout ça. Mais c'est là où ils se sont rendus compte qu'on peut assembler des images. Donc ça fait partie de la post-production. Mais dans un show, une production full CG, on peut dire qu'on fait partie de la prod parce que c'est indissociable avec le lighting et voilà, ça fait partie. On peut pas livrer du lighting. Les gars, Ça se saurait. je pensais qu'on faisait toute la chaîne de production là. C'est quoi ce bordel? C'est justement. Hein, voilà. Là, on c'était- rajoute des départements qui sont pas de la production. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, bon. Du coup, toi, en tant que supervisor, donc de ton département, donc tu as pu recruter maintes et maintes personnes, artistes de tout genre. Tu nous as parlé qu'Artefix, c'était une très bonne école qui formait très bien par ta propre expérience. Est-ce que tu trouves de manière générale que les artistes que tu reçois qui sortent d'école sont bien formés? Je peux pas dire que tout le monde sorti de n'importe quelle école est formé au milieu de la production. C'est clairement faux. C'est là où le nerf là où les formations doivent vraiment se baser pour ressortir des artistes compétents dès la sortie d'école, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que l'industrie et du coup adapter leur formation avec des mecs du milieu. Ça c'est évident, et c'est là où on a bénéficié de beaucoup de mecs talentueux et dans le milieu chez Artefix, où tous les enseignants font partie de la prod et qui s'interrogent régulièrement sur quels sont les besoins des studios. S'il y a une évolution en studio, il y a l'évolution forcément dans l'école. Au niveau de la formation, bien Au niveau sûr. de la formation. Comme tu l'as dit, Pour ça être va adjoint. très très vite, donc ça demande vraiment des gens qui sont dans le jus ou qui l'ont été dans les 6 derniers mois Ouais, bien sûr. ou la dernière année, quoi. Ouais, quand on fera l'émission avec justement des écoles Ouais. de formation, on leur demandera aussi comment ça se passe, enfin au niveau comment faire pour débaucher des gens de production, parce que Des intervenants, bien sûr. voilà, des intervenants. Mhm. Toi, en tant que superviseur, il faut que tu sois là tout le temps dans ton département, ou quasiment. Puis les fois où t'es pas là, c'est que soit t'es malade, soit t'as un peu besoin de vacances. Ouais, Mexique, ça me va. Donc voilà, on fera cette émission. Et justement, par rapport aux étudiants que tu as et qui nous écoutent, j'espère nombreux, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme truc, comme... Courez voilà, comme petit... Il y en a un paquet. C'est déjà s'intéresser à ce type d'émission, écouter. C'est gentil. Ouais, enfin, je t'envoie pas des fleurs. Hein, Ah bon, plus, pardon. Si, c'est très malin parce que en peu de temps, d'un aperçu de mecs sur le terrain, comment ça se passe avec. Voilà, ils ont leurs expériences, vous partagez, et toute la chaîne de production. Alors que ils peuvent être stagiaires, débouler dans une boîte et ne rien capter parce qu'ils n'ont pas été briefés. Ça manque aussi dans les écoles. C'est vraiment qu'est-ce qu'une une prod, mais en exercice très très concis. C'est-à-dire qu'il faut comprendre de A à Z comment ça marche, quoi. Comment on sort un film. Quand t'arrives, tu chopes un étudiant ou pas, un mec expérimenté, enfin avec de l'expérience, qui ne s'intéresse pas au lighting ou avant, c'est juste pas possible. Mhm.
pourtant ils y arrivent, mais bon. C'est qu'ils ont un très bon sup. Donc évidemment, c'est se former et se renseigner aux bons endroits. Il y a beaucoup de formations en ligne, des plus ou moins intéressantes, mais plus ou moins poussées. Mais pour un non initié, il y a vraiment pas mal de trucs sur Internet, des petits tutos comme des plus poussés. Il y a un bouquin que je recommande vivement. Pour le compositeur de base, c'est The Art of Science and of Digital Compositing. Ça, c'est la Bible. Pareil, dans les liens de l'émission, on mettra, voilà. C'est un livre pour n'importe quel graphiste d'ailleurs, je trouve. Moi, je l'ai aussi quand t'es en école, pour aborder un peu tous les aspects de qu'est-ce que c'est qu'une image, bordel de... C'est ça. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fabrique, et qu'on soit animateur, qu'on soit modeleur, etc., on fabrique de l'image. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce bouquin, c'est que tu comprends vraiment beaucoup de choses. Bah, je crois qu'il est que en anglais par contre. Oui. Donc ça, faut le savoir. Mais c'est vrai que ça permet de comprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà, où est-ce que ça va terminer là, tout ce que tu fais. Puis il y a plein de notions, mine de rien, de silhouettes, de machin, de trucs que même pour un animateur, ça peut être hyper intéressant de comprendre comment va se comporter un motion blur, ce genre de trucs. Voilà, parce que tout ça, c'est vraiment... mathématique en fait. Ouais, voilà. Et c'est ce que j'allais te dire. Faut revenir avec des 0 et des 1 et comment on a construit des images. Ouais. Et du coup, tout ce qui va être très technique dans le milieu, dans le métier du compositeur, même si c'est un peu transparent maintenant, mais je vais pas vous noyer de détails, mais si un compositeur ne sait pas ce que c'est que prémultiplier l'alpha, c'est que c'est pas bon. Et là, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce bouquin explique exactement pourquoi il y a ces termes, pourquoi il y a ces outils, et c'est vraiment les étapes de base du compositing avant que ça devienne aussi moderne. D'accord. Donc, compeur de tout poil, junior. Alors, je pense que les seniors... Est-ce qu'il y a des seniors qui auraient besoin de ce bouquin encore, tu penses, ou tu t'y réfères encore, toi? C'est grâce à ces seniors que ce bouquin existe. Ouais. C'est tellement les bases, déjà. C'est tellement les bases dedans. Je peux pas dire que je m'y réfère, mais je sais... tiens, j'ai eu cette problématique, je sais que j'ai trouvé la solution dans ce livre. D'accord. À un moment donné. Ouais, c'est un bon morceau, là, on le voit sur la table... C'est une bonne bible, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Oui, c'est un peu comme pour les animateurs, animateur survival kit de Richard Williams, quoi. Et puis ça sert en cas d'erreur, taper tes petits mignons, c'est quand même bien sympathique. Ah d'ailleurs, petite phrase de cheveux. Bravo. Non, tout se passe bien, Edouard. C'est une blague. Et surtout, en tant que pour des références, des tutos super bien amenés, c'est le site de The Foundry qui te permettent de commencer sur le soft, certes, mais avec vraiment tous les exercices pratiques, de la colo jusqu'à la projection. Vraiment, il y a toute la panoplie, donc c'est incontournable. Ok. Pour un débutant. D'accord. Bon, et puis je pense que tu auras peut-être d'autres rêves que tu vas pouvoir nous donner hors émission et qu'on va mettre comme d'habitude dans les notes de l'émission. Pour avoir toutes ces infos et ces références très utiles à chaque fois. Il y a surtout un seul conseil que je peux donner, hein, mais comme dans d'autres départements, c'est l'observation et la photo. C'est pour moi, dans ce métier, il n'y a que la photo et l'observation qui permettent de tricher l'image comme elle devrait se passer. Mm-hmm. C'est pas des livres, c'est pas des tutos, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie, quoi. Mm-hmm. Comment réagissent des shadows, la lumière, les ombres, les couleurs, c'est en dernier lieu. Si ton image, elle fonctionne pas en noir et blanc, elle ne fonctionnera pas en couleur. Et ouais, mon pote, c'est ça le compositing. D'accord. Ça, c'est du comp. Voilà. Et si t'es mauvais, c'est que t'es pas fait pour ça. Et donc, alors, est-ce qu'il t'arrive, toi, par rapport à une image que tu sais pas comment traiter, ou t'as des problèmes voilà, peu importe les soucis, tu la passes en noir et blanc, tu fais tes modifs en noir et blanc et ensuite tu la passes en couleur? S'il y a un truc où tu sens que tu vois pas ce qui marche, tu passes directement en noir et blanc. Yes. D'ailleurs, même en lighting, on devrait bosser en noir et blanc, déjà. Luminance. Luminance. Et puis, tu la retournes aussi, des fois. D'accord. Quand tu manipules, les matte painters ne font que utiliser clignement d'œil, retourner l'image et le passer en niveau de gris. En animation, pareil. C'est toujours pareil. Il faut construire l'image, c'est de la composition. Et quand tu vois qu'il y a un truc qui louche, tu demandes à tes voisins, hein, bien sûr.
mais tu utilises voilà, un peu de jugeote, niveau de grille, c'est la base. Et puis voilà. C'est le meilleur moyen de rafraîchir son œil, en fait, d'avoir une nouvelle image. Parce que le fait que ce soit à l'envers, notre cerveau, il bug un peu, il se dit, bon, bah, je vais retraiter ça comme une nouvelle info. Et tout de suite, il y a des trucs qui sautent au visage très facilement. C'est vrai que c'est assez bluffant. Hein. On n'ose pas trop Le le faire. sup avec son bouquin pour te dire c'est pas bien, bah, voilà, ça saute au visage. Et puis sortir si t'es bloqué, tu passes à un autre truc, et puis tu regardes ton image le lendemain, et puis avec un collègue, et ça, quand il y a un truc qui marche pas, tu le vois. Voilà, Tu le sens. Faut un deuxième regard, effectivement. Ok. Est-ce que c'est une règle que tu donnerais c'est intéressant parce que moi en animation on me le dit assez souvent. On fait si tu sens que ça va pas, si tu le sens vraiment intérieurement, tu sens que il y a un truc qui va pas montrer ton shot en fait. Fixe-le parce que en gros on va te le dire, c'est sûr. En général. Bah c'est un peu, je me bats un peu tous les jours pour dire mais panning review c'est un statut, on utilise shotgun. Vous en avez parlé ou pas de... Oui. Non, mais je pense qu'on va en parler. Enfin, oui, on l'a évoqué, mais je pense qu'on mais... voilà, dans les prochaines émissions, l'émission avec les prods. Ah, bah là, oui. On en parlera. Oui. Donc, c'est déjà d'interdire de faire visualiser ça à un responsable, à un lead, n'importe quoi. Ça porte son nom, pending review, quoi. Si tu vois qu'il y a un problème, tu le fais pas voir. Ça, hein. Si t'as un problème pour y arriver, tu demandes de l'aide. Mais tu l'envoies pas en délice pour qu'on valide alors qu'il manque la moitié de l'image. Ou... Ouais, parce que même en partant avec une excuse et tout, ça fait toujours un peu bon. Oui, bah tu l'as vu. Bon, bah qu'est-ce que je te dis, retourne à ta place, va le corriger. Ouais, non, mais c'est-à-dire que ça fait perdre du temps de se dire merde, mais pourquoi je sais pas. Ça peut être plusieurs choses qui amènent un artiste à balancer ça. C'est soit il l'a pas vu et ça c'est problématique, mais ça se forme. Soit il a des craintes de parler de ses problèmes, j'arrive pas avec ce shot, faut demander de l'aide continuellement et on est une équipe quoi. On est tous là à observer les mêmes choses pour arriver à un produit fini de qualité. Donc, et un vraiment... coup de mou n'est jamais une preuve de comment dire de faiblesse quoi. De faiblesse, ouais, voilà, ouais. un aveu de faiblesse et d'être mauvais. Plusieurs coups de mou c'est autre chose, mais mais de temps en temps voilà. Il y a le coup de mou où tu t'intéresses pas, il y a le coup de mou où tu vas demander. Oui. Et ça c'est très différent en fait. Avoir cette démarche d'aller demander les choses, en fait, au final tu vas en sortir plus grand. Si je peux dire Exactement, c'est il grandit. Comme nous dans cette émission, grâce à toi, en tout cas par rapport au compositing. Merci Arnaud. On a oublié le principal quand même, j'ai envie de dire. Vas-y, la question rituelle de Pez. Non, on est même pas encore là. Monsieur Boudon, qu'est-ce qui vous plaît au final dans votre métier de compère? Parce que là, on a parlé des outils, on a parlé des conseils, des machins, des trucs et tout, mais qu'est-ce qui te fait kiffer? Voilà. T'allais dire autre chose. J'ai failli partir dans les graviers là. Super, heureusement que voilà. Non, merci les gars. Les apéros. C'est vrai que c'est cool. Non, les apéros pour débriefer de la semaine et à chaque fois, quelles que soient les équipes, c'est l'aventure humaine parce que on passe quand même par des étapes de pression, de joie, de liberté, d'accomplissement, d'angoisse, enfin tout, et de voir, tu peux pas bosser dans ce milieu si t'es dans ton coin. Et ça, c'est là où tu grandis quand t'es jeune, mais jusqu'à ta retraite. Hein, c'est mon avis. Tant que j'apprends dans ce métier, c'est humainement comment on communique et comment on arrive à un résultat. Et de voir des talents émerger, de voir des sourires, c'est déjà un métier cool. Mais si tu viens en traînant les pattes parce que t'as un peu peur de parler, tu progresses beaucoup mieux. Et voilà, c'est vraiment ce partenariat et ces échanges mutuels qui font que c'est un métier passionnant. Très bien. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qui est cool de votre émission? Je déteste mon métier. Je vais faire boulanger. Je veux merde. Super. Alors du coup, pèse maintenant ta question rituelle. Ah bah oui, on va profiter que le doc fasse ses petites annonces. Parce que j'ai une 205 avant de m'aider. La fameuse question rituelle, Monsieur Boudon, est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote durant ta carrière, une rencontre ou une mauvaise période, n'importe quoi, mais quelque chose qui a marqué ta vie de compère? Le doc, on c'est à toi. Quelques secondes de réflexion. J'allais dire soit temps mort, soit maintenant. Ça,
Ça me marque, les gars. Cette émission. Ah bah ça nous fait plaisir. oui, ça, mais bon. c'est bon. Il va me faire chialer, putain. Il va me faire chialer. Mais non, le PS, ça va aller. On donne pas d'argent à la fin. Tu veux le faire tout de suite ou, Bon, ou tu- il peut ou faire on te laisse ses le temps de petites annonces réflexion comme ça. Vas-y, Après. vas-y. Allez, c'est parti. Alors bon, bah comme d'habitude, si vous voulez réagir à l'émission, bah c'est sur soit les commentaires de l'émission sur le site cgy.net, par le mail cgypodcast@gmail.com. Et puis donc suivez-nous sur les réseaux sociaux comme j'ai dit en début d'émission, les Twitter, Facebook et pas Instagram mais oui éventuellement LinkedIn puisque c'est vrai qu'on réagit aussi, enfin Yes. on fait de la pub pour l'émission sur LinkedIn éventuellement. Donc n'hésitez pas à réagir là-dessus. Les comptes sont sur les notes de l'émission. Et en général c'est @CJYpodcast. Et puis bah faites de la pub autour de vous s'il vous plaît, on a de plus en plus d'auditeurs, on est ravis tout autour du monde. Yes. Donc voilà, ça vient de tous les continents et ça fait très chaud au cœur et surtout vraiment n'hésitez pas à prendre même ne serait-ce que 5 minutes pour nous envoyer un petit merci, un petit coucou, un petit machin, un petit tiens j'ai acheté ce bouquin. Faites-nous vos vous avez- retours. Voilà, Ah ouais, faites-nous ouais. des retours, C'est ça super fait important. ça fait super plaisir, ça encourage, ça nous encourage et puis ça nous montre aussi que bah vous êtes là, vous êtes réactifs et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde parce que comme nous allons revenir et comme nous arrivons à la fin de la chaîne et qu'il nous reste 3 interviews à faire, la prod exécutive, enfin la prod technique. Yes. La prod Les grosses têtes. classique, on va Les dire. grosses têtes. Les grosses têtes aussi. Et le directeur de studio, la grosse tête. The grosse Voilà. tête. Et après, bah, on abordera les thématiques. On Les- invite Philippe Bouvard? Je savais pas. Bonne réponse de l'amiral. Je sens que c'était ta dernière émission. Alors, on aura des questions de Madame Belle-Père de Loche. Non, je plaisante. Mais non, mais voilà. Donc, on va aborder les thèmes. Donc, s'il y a des thèmes, on en a plein, on en a à l'appel. Mais si vous avez, vous, des thèmes que vous voulez qu'on aborde, eh ben, n'hésitez pas à nous les dire de toutes les manières que ce soit. Voilà que j'ai édicté, et j'emploie un mot que je n'emploie pas du tout le temps, parce que je suis un peu fatigué. Mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre encore une Merci fois. beaucoup, ouais. Sur toutes les plateformes. Et donc, le mot de la fin pour Mister Boudon. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui va marquer? Mais une anecdote négative, positive? Bah Ce ouais, que tu veux. un petit- Ce ouais, qui te- Bah, ouais. les deux. Allez. Les deux, vas-y, Allez. c'est parti. En positif, les meilleurs moments, c'est quand on finit une prod et on se relâche, on fait de ça, on est fier. Enfin, quand on arrive à les finir, hein, bien sûr. Non, c'est vraiment un accomplissement d'une équipe et tu sens qu'à ce moment-là, voilà, tu vois un an qui vient de s'écouler, voire plus. C'est bien valorisant. Des rencontres, on a pu rencontrer Glenn Keane, son fils et d'autres boîtes, d'autres clients avec qui voilà, c'est sympa d'échanger et t'en prends plein la gueule, quoi. Et Dans le bon sens. Ouais. Oui. Après, ce qu'il y a de négatif, bah surtout en comp, je dirais, ce qui m'a un peu saoulé à Paris, c'est d'être appelé en renfort. T'es en fin de chaîne, mais les prods sont terminés et toi tu dois faire de la magie. Ouais, t'as 2 semaines et tout. Ouais, mais il me fallait 2 mois pour faire ça. Il y a plus un lighter, tu peux plus rien rendre. Des fois, ils te perdent des données, des shots, mais t'es gentil. À un moment, on m'a demandé de refaire une espèce de cours trop chelou avec un caméléon qui passe sous l'eau et tout. En stéréoscopie, mais ils avaient qu'une vue. Ils avaient pas la deuxième. Je C'est fais quoi? embêtant. Ouais. Avec Donc, un œil, faire le relief, c'est difficile. Ouais. on a réussi à faire 2-3 trucs, mais c'était infernal, quoi. Donc, comme t'es en fin de chaîne, voilà, on t'appelle, ouais, on te promet des choses. Souvent, on te dit, enfin, faut bien se renseigner, faut se méfier un petit peu des fins de prod. C'est bien de faire partie d'une équipe, mais quand t'es en bouche-trou et c'est compliqué. T'es pas super magicien, quoi. Sky is the limit, mais c'était- à un moment c'était quand même un juste moins valorisant, mais bon, c'est quand même sorti. D'accord. Eh ben, merci Arnaud. Merci à vous, les gars. Magnifique interview, Merci c'était beaucoup. super. Ouais, Merci, merci, monsieur Boudon. Merci les gars, merci Pez, merci Néo. Eh ben, merci. Ben, merci à toi, le doc. Hein Et puis donc, on se retrouve pour la prochaine émission. Oh yeah. Non, la prochaine, pas hier.
La prod classique, c'est ça? La prod, voilà, la prod. On va l'appeler comme ça? La prod classique? Oui, la prod classique qui justement, on parlait de shotgun, etc. Voilà, ça va être celles et ceux qui Sacré gèrent métier, ouais. Là, L'organisation de tout ce les bazar, budgets, en fait. tout ça, Qui l'organisation. sera votre invité mystère? Eh ben, figure-toi que on Non, ça en va, aura ouais. peut-être 2. un duo. Ta-ta-ta-ta. Voilà, mais on n'en dit pas plus. Teasing. Des Siamois, peut-être, non? Bon, en tout cas, merci de nous avoir encore une fois écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission de CGY. À Ciao, très ciao, vite. ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao, À les bientôt bipèdes. tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.